Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce mercredi 19 janvier 2023. 18 janvier 2023, nous sommes en direct de nos studios de Douala, la première escale en kiosque. On voit ce que nous propose la presse ce matin. On démarre avec la nouvelle expression qui s'intéresse à l'Église catholique, l'appel de la conférence épiscopale. Titre la nouvelle expression à l'occasion de leur conférence annuelle à Ebolova. Les évêques du Cameroun ont passé en revue les mots qui minent profondément le Cameroun. D'autres détails sur ce conclave des évêques tenu à Ebolova, c'est à lire dans les colonnes de la nouvelle expression. À la une de Cameroun Tribune de ce jour, interdiction des châtiments corporels à l'école. Le coup de fouet du ministre titre le quotidien bilingue gouvernemental. Le journal indique que dans un communiqué signé lundi dernier, le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, menace de sanctionner les enseignants qui persistent à faire recours à un tel mode de punition, une pratique dégradante formellement interdite par la loi d'orientation de l'éducation au Cameroun. D'autres détails à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune. Pour le quotidien Émergence et Éducation, le phénomène du fouet dans les écoles, titre le quotidien Émergence, qui revient également sur ce communiqué de la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, qui rappelle l'interdiction du fouet dans les lycées et collèges du Cameroun. À la une de mutation de ce jour, ordre des médecins, c'est grave, docteur s'exclame mutation à sa grande une. Reporté s'inédié, écrit le journal, l'élection du bureau est l'objet d'un feuilleton à rebondissement qui frise le bourbier. Vous aurez d'autres détails en page 5 de l'édition de mutation de ce mercredi. À la une du quotidien Econews, budget 2023, collecte des recettes de l'État en 2023, les contribuables rassurés, titre Econews. Le budget 2023 a officiellement été rendu exécutoire le 16 janvier par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Dans un contexte économique particulièrement difficile, toutes les assurances ont été données pour que sa réalisation soit optimale. De quel levier dispose l'État pour une sereine collecte des recettes et aussi l'amélioration des bonnes pratiques au niveau des dépenses publiques? Élément de réponse dans le décryptage de Econews. À la une du journal L'Essentiel ce matin, Olembe, présomption d'innocence, titre ce bi-hebdomadaire. Une fois de plus, indique le journal, les engagements ne sont pas respectés. La reprise des travaux annoncée tarde à prendre corps au complexe sportif d'Olembe. L'apaisement de façade présenté au public en fin de semaine dernière par les principaux acteurs de ce scandale cache mal la suite logique de ce dossier qui se trame déjà. Ces acteurs devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes, comme l'a annoncé Paul Biya le 31 décembre 2022. La société civile mène déjà des enquêtes, nous dit le journal L'Essentiel. D'autres précisions dans le dossier consacré à cette actualité en pages 5, 6 et 7 de l'édition de ce jour. Et c'est tout pour l'essentiel des tabloïds parus ce matin. On va accueillir nos invités pour en parler ici en plateau. D'abord, Idriss Lissom qui est déjà là. Idriss, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à tous les téléspectateurs. En attendant donc Prince Aristide Kam nous rejoint dans ce studio, on va peut-être commencer avec vous déjà pour la première une proposée par Cameroun Tribune ce matin ou encore le quotidien Émergence qui parle donc de cette interdiction du fouet dans les lycées et collèges du Cameroun suite à ce communiqué de la ministre de l'Enseignement secondaire Nalova Lyonga qui rappelle donc la loi d'orientation sur l'éducation de l'éducation nationale au Cameroun qui interdit donc dans une de ses dispositions l'usage du fouet à l'école. Ça vous inspire quoi comme commentaire, Idriss Lissom? Oui, en fait, il faut dire que la presse revient ce matin sur cette décision de Madame la ministre des Enseignements secondaires, parce qu'il faut noter que, en ce qui concerne les punitions à l'école, vous savez que nous sommes en 2023 et nous, de notre génération, nous avons grandi avec ce fouet. Et seulement la présence du fouet nous invitait et nous interpellait à être toujours exemplaires, que ce soit à la maison ou bien à l'école, même dans la rue, parce que vous vous souvenez, peut-être vous vous souvenez pas, nous qui sommes de cette génération, même les voisins étaient appelés à nous corriger lorsque nous commettions une erreur. Et
les parents, on ne pouvait pas courir à la maison pour accuser ses voisins parce que les parents savaient que ses voisins ne pouvaient le faire qu'avec raison. Aujourd'hui, en fait, tout a changé. En fait, nous sommes dans un environnement, Achille, de libertinage et un environnement où on a mis la morale à côté. Si les parents eux-mêmes, Achille, ne sont pas exemplaires, vous pensez qu'un parent qui a triché, qui est un tricheur, qui est à la limite quelqu'un qui vit essentiellement dans la corruption avec tout ce que cela comporte, qui ne respecte pas le feu lorsqu'il traverse un carrefour qui a les feux, qui vient à l'école, il trouve par exemple qu'il y a un rang, ne respecte pas le rang et va foncer dans le bureau des responsables pour qu'on s'occupe de lui. Un parent qui va toujours vouloir, parce qu'il a peut-être sur une situation sociale agréable, ne va jamais accepter que son fils vienne lui dire que mais vraiment papa, vous voyez, ou bien sa maman ne va pas accepter quand il dit, son fils vient lui dire que maman, il y a tel monsieur ou tel enseignant qui me fait ceci. Donc vous voyez que l'exemplarité, la correction, l'éducation des enfants commençait à la maison. Alors aujourd'hui, la maison n'est plus ce cadre. Et au contraire, la maison même pousse les enfants à être insolents, à être un peu arrogants à l'extérieur. Et ce qui fait que, comme nous ne sommes plus exemplaires, comme même certains enseignants ne sont plus exemplaires, et que la méritocratie a pris un coup, il se trouve qu'un enfant peut se retrouver à être fouetté, alors qu'en principe, il ne mérite pas d'être fouetté. On a vu des enseignants punir un élève peut-être parce que cet enseignant-là voit ce garçon marcher avec sa camarade, il a l'impression que ce sont des petits amis, sont des petits copains, alors que c'est des camarades de classe et peut-être cet enseignant a des intentions sur cet élève, cet jeune élève. Vous comprenez? Et il se trouve à punir ce garçon pour rien. Donc on a vécu, vous voyez que c'est devant ce type d'injustice, il se trouve désormais que la punition par le fouet qui était acceptée il y a 20-30 ans, ne peut plus l'être aujourd'hui. Acceptée parce qu'elle était efficace? Oui, mais je dis que nous avons grandi. Si nous sommes ce que nous sommes devenus, Achille, c'est grâce à ce fouet. Ça, je peux vous le dire. Parce que, pas qu'on était fouetté tout le temps, mais à force de voir le fouet, sachant qu'on peut être fouetté à tout moment, nous respections tout ce qui était donné comme consigne. C'était déjà un élément dissuasif. C'était dissuasif. Chez les apprenants. Mais aujourd'hui, cet élément ne peut plus être dissuasif parce que ces enfants, je vous ai expliqué un peu le cadre sociologique. Le contexte fait de telle sorte que l'enfant sait que s'il est puni, déjà même que vous ne punissez pas l'enfant par le fouet, vous punissez l'enfant même par autre chose, il va aller se plaindre chez ses parents qui viendront vous donner des leçons dans ce que vous faites à l'école. Vous comprenez? Donc ça fait que cet enfant qui sait que s'il échoue même, les parents viendront acheter des faux bulletins pour qu'il aille en classe supérieure. Vous pensez que cet enfant va écouter cet enseignant ou bien va respecter le règlement intérieur? Je dis non. Donc en fait, l'attitude des enfants à l'école aujourd'hui est le reflet de l'éducation que ces enfants reçoivent à la maison. Et le fouet, il faut absolument passer à autre chose. C'est pour cela que nous sommes à l'ère de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas en restant avec le fouet, c'est aujourd'hui de trouver des méthodes, des mécanismes, un dispositif de punition qui puisse pousser les enfants à respecter le règlement intérieur. En fait, cela interpelle. C'est bien beau quand Madame la ministre dit que la loi sur l'orientation scolaire et tout ça interdit le fouet. On est d'accord qu'il faut plus fouetter les élèves. Mais alors, comment doit-on corriger les élèves? Est-ce que, entre-temps, les spécialistes du ministère des enseignements secondaires ont trouvé des mécanismes et des punitions plus utiles, peut-être plus qui puissent permettre des enfants à pouvoir changer de comportement? Est-ce qu'il y a une panoplie de punitions qui existe dans ce sens? Est-ce qu'on a aidé? Est-ce que par rapport à l'environnement, on laisse les enseignants, les surveillants généraux, les lycées et collèges à la merci comme ça à trouver eux-mêmes les punitions? Ou bien y a-t-il un cadre de punition qui puisse être proposé à ces enseignants? Donc, il faut bien interdire le faux, mais il faut trouver une voie de sortie. Alors, il nous a rejoint sur ce plateau, Prince Asingekam. Bonjour déjà. On avait déjà entamé avec le premier sujet proposé par certains tabloïds ce matin, notamment sur l'interdiction du fouet à l'école, rappelé dans un communiqué de la ministre de l'Enseignement secondaire. On voudrait vous entendre là-dessus. On sait que vous êtes de la old school, vous avez connu peut-être le fouet. Aujourd'hui, les enfants ne connaissent plus ce fouet-là parce qu'on dit également que ça a changé, également même cette manière. On parle des services corporels sur les enfants-là. Vous pouvez comprendre cette interdiction rappelée par la MINESEC. Oui, je comprends parfaitement. Vous savez, pour éviter qu'il y ait des conséquences négatives, vous savez, toutes les décisions qui sont prises, il y a des gens qui en abusent. Lorsqu'on n'a jamais
même avant, on ne disait pas qu'il ne faut pas corriger les enfants, ou alors, entre guillemets, ou alors il ne faut pas fouetter les enfants. Mais il ne faudrait pas en abuser. Moi, j'avais l'habitude de dire, c'est-à-dire que nos parents nous ont fouettés. Et lorsque mon père regardait ou alors constatait que j'étais en train de fouetter l'enfant, il me rappelait en disant non, il faut le sur les pieds. Vous voyez un peu, va sur les pieds ou dans la paume de main. Parce que si vous êtes un enseignant, vous vous retrouvez en train de frapper un enfant sur la tête, parce que j'en ai vu. Vous voyez un peu. Donc, c'est des abus. Et donc, ça a souvent eu des conséquences négatives. C'est-à-dire que vous avez un parent qui est à la maison et qu'on appelle que son enfant s'est évanoui parce qu'il a suivi les foudres d'un enseignant ou alors d'un surveillant général. Ça, je pense que cette décision vient pour éviter qu'on ait des situations embarrassantes. C'est-à-dire qu'on ait des situations embarrassantes parce que nous tous, nous sommes parents. C'est-à-dire qu'on peut être enseignant aussi, quelque part, nous sommes parents. Et quand on vous appelle pour vous dire que votre enfant a succombé ou alors, n'importe quoi, a eu un grave accident à la suite d'un fouet, quel que soit ce qu'on vous dira, vous verrez directement les conséquences. Mais maintenant, la décision en elle-même, est-ce qu'elle va ouvrir la voie à un libertinage de la part des enfants? Ça, je pense qu'on doit pouvoir encadrer. On a l'habitude de dire que les époques ne sont pas les mêmes et les habitudes même ont changé. Vous êtes souvent... Il faudrait réadapter la punition à l'époque d'aujourd'hui. Exactement. Et même la façon même de parler aux enfants. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a 10, 15, 20 ans, nous vivons la brimade. C'est-à-dire que le parent vous disait, écoutez, tu ne fais pas ceci. Il n'avait pas le droit ou alors l'obligation de vous donner des explications et vous pliez. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui vous pose la question de savoir, mais pourquoi vous m'interdisez ceci? Donc, il faut pouvoir vivre son époque, échanger avec les enfants, c'est-à-dire discuter avec l'enfant, leur faire comprendre un certain nombre de choses, parce que les mentalités ont changé. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, la télévision, et ainsi de suite. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, je ne veux pas dire que cette époque-là n'était pas une époque glorieuse, ou alors non, ça a marché, parce qu'on est fier souvent de dire que nul n'était le fouet, je ne savais pas ce que je suis aujourd'hui. On est fiers de le dire. Mais est-ce que nos enfants... Nous tous, on se souvient d'un maître comme ça, voilà. qui avait toujours ce fouet-là. Exactement. Est-ce que nos enfants se sont adaptés ou alors comprennent ça ou l'acceptent? Non, ça, il ne faut pas se mentir. Non, je pense que ça doit se faire à dose homéopathique. Je prends un exemple. Lorsque, aujourd'hui, j'ai cru entendre que différents types de punitions, vous avez les corvées qui n'ont pas disparu. C'est-à-dire qu'un enfant commet une faute, on l'envoie faire des corvées, c'est-à-dire qu'il peut défricher. Je dis n'importe quoi. Parce que j'ai cru entendre les toilettes, la ministre malheureusement avait interdit qu'on envoie les enfants encore laver les toilettes. Parce que même sur le plan hygiénique, c'était pas toujours, c'était ouvert, envoyer les enfants s'ouvrir à des maladies. Non, vous avez des défrichages de trucs, l'entretien dans l'établissement. Donc il y a toujours des petites punitions comme ça. Nous autres, on nous disait de recopier pratiquement un cours. C'est-à-dire que de prendre un cahier et de recopier sur 32 pages ou 64 pages. Vous voyez un peu le type de punition que ça fait. Non, je pense qu'il faut réadapter, c'est-à-dire qu'il faut réadapter la façon de faire des punitions parce que qu'on le veut ou non, on se retrouve toujours en train de crier, en train de dire mon père ne faisait pas ci. Je n'oserais pas répondre à mon père comme ça, ou alors je n'oserais pas répondre à mon enseignant comme ça. Mais en fonction de l'évolution, les choses ont changé et il faut essayer de s'adapter afin de ne pas ouvrir la voie à un libertinage au sein des campus ou alors des établissements scolaires sans pareil. Voilà, merci d'avoir réagi sur ce sujet. Un petit mot, oui. Juste un petit mot pour dire qu'en fait, l'enjeu aujourd'hui est Achille et Prince Arsène Gekam. L'enjeu est qu'il faut que les enseignants aussi se fassent leur aggiornamento. Pourquoi? Parce que quand on est un bon enseignant, on aura très peu d'élèves qui dérangent. Donc, en fait, le jour où on va retrouver les enseignants qui ont véritablement la passion de leur boulot, qui ont ce qu'on appelle la vocation, je pense qu'on aura moins de soucis. Parce qu'un bon enseignant, je ne le vois pas en train d'être dérangé par les élèves dans un établissement. Et on a oublié quelque chose. Ça ne devrait pas être l'affaire des enseignants. Ça doit être aussi celle des parents. Parce que c'est le parent, j'ai l'habitude de dire, tout ce que nos enfants commettent comme impair dans les établissements, nous sommes les premiers responsables.
C'est-à-dire que laisser les... Il y a un enseignant qui le dit dans la nouvelle expression. Exactement. Nous sommes les premiers responsables. C'est-à-dire que chaque parent doit pouvoir éduquer d'abord son enfant à la maison. Mais je suis surpris, je suis souvent ahuri d'entendre des parents, ils disent mon enfant là, il m'a dépassé. Non. Nous sommes les premiers responsables. Nous devons pouvoir réguler d'abord un certain nombre de choses à la maison avant d'envoyer l'enfant à l'enseignant. L'enseignant ne peut pas tout faire, il ne faut pas s'attendre. C'est-à-dire qu'il est là pour enseigner et non pour jouer la police derrière l'enfant. Donc la police, le policier, là, c'est le parent. Davantage d'instruction que de l'éducation. Exactement. Qui incombe aux parents d'abord. Exactement. La police, là, c'est à la maison. C'est nous qui devons faire la police derrière nos enfants et non les enseignants. C'est-à-dire que si nous envoyons un paquet empoisonné à l'enseignant, il ne fera pas le miracle. Ça, il ne faut pas le nier. Il ne fera pas le miracle. Donc, nous autres, ce type de choses doit être fait. Une jonction entre parents et enseignants. C'est nous qui devons dire à l'enfant, on ne répond pas comme ça à son enseignant. Donc, si nous ratons l'éducation de notre enfant, ben, l'enseignant ne fera pas le miracle. L'enseignant ne fera pas le miracle. Ça, il ne faut pas se le tromper. Voilà donc discipline à l'école, le coup de fouet de la mise d'enseignement secondaire. C'est à lire dans Cameroun Tribune ou encore dans le quotidien Émergence de ce jour. Passons à un autre sujet proposé par la rédaction de Mutation ce matin. On parle de l'Ordre national des médecins qui est hospitalisé. Eh bien, vous le savez, le dernier épisode en date, c'est cet autre report s'inédié de l'élection du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. On va simplement dire en un mot, c'est grave, docteur, comme le dit Mutation Idriss Issok. Oui, en fait, parce que... On est là dans une paralysie totale à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Oui, en fait, on attendait de nouveaux dirigeants de l'Ordre national des médecins. À ce jour, il n'y en a pas. On attendait une assemblée générale qui ne s'est pas tenue, qui a été envoyée 2 fois et aujourd'hui s'inédiée. Alors donc, ce qui fait que sur le plan factuel, il n'y a pas de nouvel exécutif au niveau de l'Ordre national des médecins. C'est quand même une situation qu'on n'avait jamais vécue. Donc, ce qui fait que sous le règne Les médecins qui avaient contesté les tripatouages autour de cette élection-là ont finalement eu raison. Oui, en fait, dans lisant la presse ce matin, on constate une bonne partie de la presse qui présente le ministre de la Santé publique comme grand gagnant de ce procès, de ce référé d'heure en heure, dont le verdict est tombé hier. Alors, ce verdict qui dit que le ministre a la légitimité et l'autorité nécessaire pour pouvoir appeler à l'organisation, qui ne s'est pas véritablement immiscé comme les autres étaient en train de l'indexer. Donc, moi, je trouve qu'en fait, il n'y a pas de fumée sans feu et que la situation, elle est réelle. Le jugement invite tout simplement que chacun joue son rôle et qu'on espère qu'à la sortie de cela, on aura une nouvelle date pour l'Assemblée générale et que cette fois-ci, on aura finalement le bureau de l'ordre. Mais on retient tout simplement qu'il ne faudrait pas montrer des partis pris quand il y a un ordre, une association professionnelle. Franchement, on peut le ministre, on peut avoir la sympathie, ce qui est l'homme, on peut soutenir même un candidat, mais on n'a pas besoin, on a une position qui doit être neutre et qui ne doit pas montrer, très vite démontrer que nous avons pris parti de l'un ou l'autre, ou bien qu'on soupçonne qu'on est derrière l'un ou l'autre candidat. Et cela pousse toujours à des suspicions et ça crée des blocages comme ceux que nous vivons en ce moment. Alors, comment sortir de cette impasse, Prince Aslingekam? Vous avez quand même une piste de solution? Oui, je dirais pas que je suis heureux qu'on arrive à ce type de situation. Vous savez que nous étions les premiers à dénoncer ou alors à mettre sur la place publique les irrégularités que les médecins eux-mêmes ont constatées. C'est-à-dire que c'était... C'est un monde d'ailleurs porté à l'attention du chef de l'État carrément. Exactement, pour dire que les choses ne se passaient pas comme ça devrait se passer. Vraiment, voilà le résumé de l'affaire. Les choses ne se passaient pas comme ça devrait se passer pour qu'il y ait une élection sereine. Saine et transparente, comme on le dit. Et des arguments, ce n'est pas des arguments qui manquaient, c'est-à-dire qu'ils ont produit autant d'arguments et que le ministre lui-même en partie a reconnu et a appelé, je pense la semaine dernière, les autres candidats à venir pour qu'ils puissent aplanir les divergences. D'autres ont estimé que non, il se faisait tard et qu'il fallait plus de temps pour nettoyer non seulement même le fichier électoral, les conditionnalités, afin d'aller à une élection saine. Donc, ceux-là, ils n'ont pas eu tort. Et que le président vienne aujourd'hui à dire que non, il faut s'asseoir et
que les gens s'asseyent, Le référé de la heure dont on parle, c'était une disposition où un certain nombre de médecins ont estimé que le ministre sur certains points, avait surpassé, c'est-à-dire que ses pouvoirs pour empiéter le leur. Oui, en partie, il a eu raison sur un certain nombre de problèmes, mais le problème de fond, c'était sur les irrégularités constatées autour de ces différentes assemblées qui ont été convoquées, notamment à Yaoundé, et les arguments sont là. Et ils sont nombreux, notamment l'un des candidats, le docteur Théodate Manga-Giari, qui avait vertement expliqué ces irrégularités. Et ça a suscité, comment je vais dire ça, que d'autres médecins commencent à parler. Non, comme ils l'a dit, il n'est pas question, et c'est ce que les médecins estiment, qu'il n'est pas question de caporaliser leur ordre. Il faut laisser libre cours aux médecins eux-mêmes de choisir leurs dirigeants en toute transparence. Donc, c'est tout ce que les médecins demandent. Maintenant, l'élection a été renvoyée à une date ultérieure. On espère que les uns et les autres vont s'asseoir, vont faire le toilettage de toutes ces irrégularités, vont le mettre en place afin d'aller à une élection saine. Idriss, pour sortir, la question que pose toujours quand ce sujet est sur la table, c'est que, avec cette paralysie de l'ordre national des médecins, est-ce que ceux qui nous écoutent à la maison devraient quand même s'inquiéter, le potentiel patient, sur ce qui se passe à l'ordre national des médecins du Cameroun, pour ce sujet précis de santé qui préoccupe les Camerounais? Oui, bon, en fait, c'est l'organisation de la profession, mais ici, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas la qualité des médecins qui exercent tous les jours. Travail quotidien, il n'y a pas d'impact sur... Non, bon, il y a l'impact peut-être dans leur ordre, c'est-à-dire dans leur association professionnelle, dans le cadre peut-être des projets qu'ils ont, de l'organisation, peut-être des facilités qu'ils auraient, mais je pense que sur le plan de chacun a un poste de travail et il doit pouvoir s'atteler. Mais aussi, on peut aussi dire que peut-être qu'ils sont aussi un peu certains qui ont de l'ambition, peut-être n'ont plus le cœur à la tâche, en se disant que, bon, avec le ministère qui veut poser des entraves, et ça peut un peu casser la détermination des médecins. Non, je pense qu'aujourd'hui, au-delà du corps des médecins Achille, l'ordre des médecins nous parle. Parce que vous voyez, nous sommes dans un environnement où toutes les élections, qu'elles soient corporatives, ou bien des élections générales qu'on nous conjointe, sont contestées. C'est-à-dire qu'on est toujours là en train de trouver que l'organisateur, pas en train de trouver, l'organisateur a toujours laissé des failles. Il y a toujours des critiques, soit sur le fichier électoral, soit sur le code électoral, soit sur l'opérationnalisation. Donc, cela montre qu'on a vraiment du chemin à faire pour qu'on ait des élections qui soient véritablement des élections acceptables par toutes les parties prenantes dans ce pays, quelles que soient les élections, le type d'élection. Voilà, ordre des médecins, donc c'est grave, nous dit Mutation ce matin. Retrouvez ce tabloïd en kiosque, disponible depuis ce matin. Passons à un autre sujet, celui du scandale d'Olembe encore. Et toujours, la presse en parle ce matin, notamment le journal L'Essentiel. Alors, ce qui est intéressant, on a vu les députés se prononcer là-dessus. On a vu des journalistes qui suivent cette actualité au quotidien et également la société civile qui voudrait que ces personnes autour de ce projet rendent compte. L'Essentiel dit par exemple que l'Observatoire du développement sociétal appelle les partis à se prononcer sur ce qui s'est évidemment passé au sujet des 42 milliards annoncés, décaissés par Maguil Prince Ayessine Gekam. On va siffler la fin de la création un jour dans cette affaire? Non, ce n'est pas pour bientôt. Ce n'est pas pour bientôt. Et ce que vous dites, c'est-à-dire que ce que souhaite l'Essentiel, c'est ce que nous souhaitons tous. Et je l'ai dit ici la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on puisse nous dire quelles étaient les responsabilités des uns et des autres. C'est-à-dire que les deux parties, notamment l'État du Cameroun et Maguil. Et qu'on puisse clairement dire ce qu'on a mis à la disposition de Maguil. Et que Maguil aussi nous dise qu'est-ce qu'il a reçu entre-temps. Parce que ce que dénonce Maguil, c'est simple. C'est que nous avons signé un contrat, vous devez mettre un certain nombre de montants à ma disposition, ça n'a pas été mis et ça m'a mis plutôt en difficulté avec les sous-traitants. Aujourd'hui, vous venez dire que ces sous-traitants-là peuvent faire. Non, est-ce que vous avez au préalable respecté le contrat? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc, le jeu de ping-pong que nous assistons par presse interposée ne nous renseigne pas, c'est-à-dire que ne nous renseigne pas concrètement sur les responsabilités des uns et des autres. Que les gens, et je l'ai dit, je n'ai pas plus de mots que ça, que les gens respectent les termes du contrat. Et je l'ai dit, le gouvernement est, excusez-moi, est tancé ou alors est taxé de ceux-là qui ne respectent pas toujours leur contrat.
que les gens respectent leur contrat, évite de mettre les opérateurs en difficulté. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Le débat, c'est que les gens n'ont pas respecté leur contrat, et notamment le gouvernement lui-même. C'est ça le débat. Et donc, ça a des conséquences, comment je vais dire ça, des conséquences négatives, même sur l'évolution même du chantier. Aujourd'hui, les gens ont envie de faire, essayent chacun, comme il peut, de faire des petits pansements, de se justifier, même pas de l'expliquer, de se justifier. Chacun se dit, non, moi j'ai fait ma part. Et non. Est-ce que nous avons évolué sur le chantier? Non. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Pourquoi? Parce que l'entreprise estime qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle devrait recevoir comme établi dans le contrat. Vous êtes d'avis, Idriss Essom, avec l'Observatoire du développement sociétal, qu'il faudrait que les parties prenantes répondent devant les juridictions compétentes? Oui, moi je pense qu'il faut que la société civile se mette en marche, parce que ici on a le gouvernement qui ne nous dit pas la vérité. On a le ministère des Sports qui, au lieu de nous dire quelle est la vérité, se défend. On a la task force qui, au lieu de nous dire quelle est la vérité, veut concilier. On se retrouve dans une situation où la seule personne qui peut pousser... Parce qu'en fait, quand on est dans une situation de crise, quand on est dans une situation comme celle-là que nous avons vécue, l'opinion publique, les citoyens que nous sommes, nous ne devons pas attendre que les gens soient en conflit pour avoir l'information. Donnez-nous l'information, même de manière mensuelle, faites le point sur ces chantiers, sur ces complexes qui ne marchent pas ou bien qui marchent. Est-ce qu'il y a des blocages? Je pense que depuis un an, si on avait véritablement mis ce mécanisme de rendre compte de manière mensuelle au niveau de l'opinion publique, à quoi sert la communication? Est-ce qu'on va toujours venir là pour essayer de rattraper ou bien quand par exemple... Que là où il y a beaucoup d'argent, on ne fait pas beaucoup de... Non, ce n'est pas nous qui avons créé la communication. Là, justement, la transparence, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que nous sommes dans une société qui se veut démocratique sans fonctionner dans la transparence. On est dans une situation où il faut tout au moins donner l'information. Parce que quand vous ne donnez pas l'information, ça va dans tous les sens. Exactement. Et chacun va tirer la côté de son côté. Peut-être ceux qui veulent vous nuire ou bien ceux qui sont contre vous. Alors que si vous nous donnez, vous qui êtes acteur, vous donnez l'information, et on aura moins de questions à se poser. On va essayer de comprendre l'environnement et peut-être vous donnerez des raisons. Mais maintenant, lorsque vous venez un an après, qu'on vous tense, ou bien vous êtes au pied du mur pour venir justifier, même si c'est vrai, vous êtes à la défensive. Donc cette communication des défensives que le gouvernement fait ne nous aide pas. Moi, je pense que la société civile aujourd'hui on doit être des citoyens. Les citoyens, c'est des gens qui ne se laissent plus abuser. C'est-à-dire que face à ce chantier de Lembe qui est devenu véritablement un gouffre à sous, il faut que la société civile se mette en marche et que, comme on ne veut pas nous donner les informations au quotidien, que nous suivions ces informations. Voilà, on a dit le chantier doit reprendre, il ne reprend pas. Quand on constate que vraiment les gens entre les dires et la réalité, il y a tout un grand fossé. Et à ce moment-là, on comprendra que c'est une mafia où il y a 3 entités et chaque entité, les entités se tiennent. Lorsque le partage du gâteau ne se fait pas, ils donnent l'impression qu'à mettre toute l'opinion publique pour donner l'impression que non, la faute est à l'autre, ainsi de suite. Et entre-temps, le temps passe, peut-être le temps pour que dans l'ombre, les gens puissent encore mieux se partager ce gâteau-là. Et entre-temps, le complexe, qui doit être la finalité, on ne voit pas le complexe avancer. Le complexe n'avance donc pas. On a annoncé la reprise des travaux lundi. Il n'y a rien sur le terrain. Je pense qu'on a encore 2 petites minutes pour parler également d'un sujet qui nous concerne, nous, directement journalistes, avec cette interpellation dont fait l'objet le directeur de publication donc, du Messager. Vous tenez à dire un mot là-dessus, Prince Aristide Ngekam, cette affaire qui intéresse également la presse ce matin. Oui, ben, écoutez, c'est malheureux. La semaine dernière, je parlais de l'interpellation au niveau de Kousseri, de notre confrère du groupe de la Nouvelle Expression, notamment Pierre Lavediomba, qui a séjourné des heures au commissariat de la sécurité du territoire de Kousseri, alors qu'il était sur le terrain pour faire son travail. Aujourd'hui, nous avons un autre confrère, notamment le directeur de publication de Le Messager, qui est, comment je vais dire ça, harcelé et mis sous pression, alors que dans l'exercice de ses fonctions, il a commis un article sur l'affaire des terrains de Ndié Balai, et les protagonistes lui ont servi un droit de réponse qu'il a publié, et par après, à la suite de ce droit de réponse, un sous-préfet, notamment celui de Yaoundé 7, lui a porté plainte. C'est-à-dire que les gens ont servi un droit de réponse à Chanon, au Messager. Il a publié le droit de réponse. Le sous-préfet en question qui est dans cette affaire estime que le droit de réponse, dans le droit de réponse, l'a écorché. Et donc, notre confrère a passé des heures et des heures au niveau de la gendarmerie à Yaoundé
à être auditionné. Il devrait être présenté devant le procureur. Nul n'était son état de santé qui est aggravé parce que tout le monde sait qu'il est hyper tendu. Il aurait dormi à la gendarmerie. Donc, ce matin, il sera devant le procureur. Donc, je tenais à le dénoncer qu'il faudrait que des gens laissent les journalistes faire leur travail. Il était dans l'exercice de ses fonctions, il n'a commis aucun mal en publiant, et c'est dans la loi, en publiant un droit de réponse. Lorsque vous faites un article et que quelqu'un estime que vous aviez, qui n'est pas d'accord avec vous, la loi a prévu, l'ordre des candidats a prévu, donc vous avez un droit de réponse. Et si maintenant, dans le droit de réponse, quelqu'un d'autre trouve qu'il n'est pas d'accord, ben écoutez, c'est quand même de trop. C'est quand même de trop. On n'en parle pas beaucoup, mais j'estime que c'est un sujet digne d'intérêt. Il faut laisser les journalistes faire leur travail. La semaine dernière, c'était Pierre Laverdure-Mba au niveau du coup de série. Et cette semaine, c'est encore Jean-François Fanon, chez Chanon Temple. Voilà, donc la liberté de presse encore et toujours en danger avec les éléments que vous avez relevés, Prince Aristide Ngekam. Et c'est par là que nous allons mettre un thème à cette émission de la revue des grandes unes de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. On va dire merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Innocent Abega et Emos Fongo à la réalisation. Restez sur Equinox Télévision. Juste après nous, c'est la team d'Isabelle Caro-Zoupette pour 10-12 le Zénith.